plus jeunes des Français ayant volé dans l'espace. Et vous avez le plus ancien, le premier, celui qui nous a ouvert la voie à l'époque de la Russie. C'était de la Russie de Brejnev, Jean-Loup, c'est ça? Non, c'était la l'URSS. On avait des grandes banderoles dans la rue de Moscou avec des effigies des dirigeants de l'époque. Et donc on avait droit au portrait de Lénine dans notre salle de classe. On travaillait sous l'effigie de Lénine. Et quand on était un peu trop indiscipliné, on avait l'impression de voir bouger les sourcils de Lénine. Et c'était une illusion, mais comme quoi les illusions là-bas étaient bien entretenues. Donc on va vous donner en fait deux histoires de deux personnes qui ont eu le privilège et l'honneur de partir dans l'espace et d'être eux-mêmes un vaisseau spatial. Puisque Jean-Loup et moi, on a eu cette chance inouïe d'être projetés dans l'espace autour de la Terre en autonomie complète, puisque un scaphandre c'est un peu comme un petit vaisseau et on était là autour de la Terre à 400-450 km d'altitude. C'est ce qu'on va vous raconter. Donc Jean-Loup avec une combinaison russe, soviétique à l'époque. Ah, c'est toujours la même, hein, les Russes, ils ont moins de sous maintenant, donc celle qui marchait bien à l'époque marche encore bien maintenant. Et donc moi, à bord d'une combinaison américaine, c'était la première fois qu'un Français volait à bord avait sur lui une combinaison américaine, mais vous verrez que j'ai tout fait pour y mettre le drapeau français. On a quelques photos, et puis comme vous êtes des fans et des experts, on va aussi vous parler un peu de la technique. Je voudrais vous présenter François Caclar, qui est en train de batailler avec l'ordinateur, et qui a un profil étonnant, puisque c'est un ancien de l'équipe Cousteau, un plongeur sous-marin émérite, qui est passé naturellement de la plongée sous-marine au vol spatial, qui a été médecin des équipages, notamment médecin de Claudie Aigneret quand elle a volé lors de son deuxième vol dans l'espace. Et François donc est un expert de médecine, et comme il a la passion de soigner et de sauver des vies humaines, aujourd'hui il est médecin urgentiste sur Marseille. Parfois on le retrouve en hélicoptère à aller récupérer des gens dans les massifs avec le SAMU. Et c'est un des meilleurs médecins que je connaisse. Quand j'ai un problème, je l'appelle. Mais bien évidemment, les astronautes n'ont jamais de problème. Non, jamais. Voilà. Alors surtout pas de malaise ni rien, parce que le médecin n'est pas disponible aujourd'hui. Il ne se consacrera qu'aux astronautes. Non, moi je déclare déjà presque forfait, il fait trop chaud, je suis breton, j'habite en Bretagne. Et là, cette température-là est au-dessus de ma normale. Donc, oui, merci, mais d'habitude, on boit du cidre. Hein. Non, mais profitez-en, parce que vous savez qu'en Bretagne, les jours de chaleur et de beau temps sont rares. Alors, en ce moment, il fait très chaud, il fait 12 degrés. Nous, c'est la température la nuit, en été. Alors oui, on ne peut pas comparer. Nous, on marche en Fahrenheit. Il fait 75 en ce moment. D'accord. Bon, je laisse le micro. Alors, on est dans la convivialité et dans l'amitié. Il fait très chaud. Donc, on va commencer. Si à un moment donné il fait trop chaud, vous pouvez disposer, revenir, prendre un verre, notamment pour les plus jeunes. Ça va être difficile. On va commencer par des choses un peu techniques. Après, il y aura des photos qui vous feront rêver. Donc, n'hésitez pas à aller venir et on fera pour nous, notre part pour le mieux. Je ne suis pas sûre en fait que les gens veuillent partir, hein, Philippe. Peut-être que tu espères qu'ils s'en aillent, mais je crois qu'ils ne voudront pas partir. Ils vont vous écouter. Alors ça, c'est pas l'ordinateur de François, mais l'ordinateur de son fils. Alors, on parle de température, mais on peut déplorer le sujet. Dans l'espace, Jean-Loup, il fait quelle température dans l'espace? Ah, t'as plus le micro. Alors, dans l'espace, bien évidemment, on ne peut pas parler de température parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Bon, on a tous appris à l'école, la température, c'est les molécules qui s'agitent dans l'atmosphère. Néanmoins, il y a ce qu'on appelle une température de contact. C'est-à-dire que dans l'espace, si j'ai une structure et je mets la main dessus, je vais quand même avoir une sensation de froid ou de chaud. Eh bien, tenez-vous bien, les structures qui sont exposées au soleil dans l'espace sont à plus 150 degrés. Les températures qui sont à l'ombre du soleil sont à moins 150 degrés.
Donc ça vous met déjà en tête la problématique de l'ingénieur qui va devoir faire un véhicule pour aller dans ces conditions-là. Un astronaute, c'est pareil, il va falloir faire survivre à ces conditions de température extrême. Et puis, comme il n'y a pas d'atmosphère, bien évidemment, on ne peut pas respirer. Donc il va falloir en fait créer une petite atmosphère autour de l'astronaute et donc la contenir dans un scaphandre. Et à partir de ce moment-là, on comprend que le scaphandre, c'est pas une petite couche élégante qu'on met pour pouvoir bouger, ça va devenir une vraie protection, c'est-à-dire un petit peu à la mode d'un chevalier, une armure. Donc la première visualisation que vous pouvez avoir d'un scaphandre de sortie dans l'espace, c'est en fait une armure. Une armure qui va contenir donc une atmosphère qui va vous permettre de respirer dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on peut dire du milieu spatial avant de sortir en combinaison, Jean-Loup? Ben, c'est comme ici, là, près de la porte, un petit peu de courant d'air. Moi, je suis... Ce qu'on peut dire du milieu quand on y va, c'est d'abord cette sensation fantastique quand on est là près de la porte et qu'elle est ouverte et qu'on va aller dehors. On a appelé ça une mission dans la mission, c'est-à-dire qu'on a son propre vaisseau spatial, le scaphandre c'est un vaisseau spatial, il lui manque que la propulsion, et encore, on a eu des scaphandres équipés de petites fusées qui permettaient aux astronautes ou aux cosmonautes de se déplacer dans l'espace. Et au-delà de cette propulsion, on a dans ce scaphandre tout ce que l'on retrouve dans un vaisseau, les moyens de communication, l'électricité, l'oxygène, la ventilation, etc., etc. Et un énorme avantage qui est cette vue périphérique, ce home de scaphandre, qui très vite permet d'oublier qu'on a ce scaphandre et qu'on est dans l'espace, qu'on flotte dehors en totale liberté. On oublie vraiment ce home, le cerveau est bien fait, enfin, apparemment, hein, on a l'impression qu'il est capable d'éliminer, de gommer ces contraintes techniques, et cette flottaison, cette navigation, ces évolutions en apesanteur hors du vaisseau sont extrêmement fascinantes. C'est comme en plongée, avec un gros avantage, c'est qu'on est dans l'espace. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le médecin des équipages vient du monde de la plongée, parce que dans l'espace comme en plongée, on passe dans ce que j'appelle le monde en 3 dimensions. Alors pour ceux qui viendront à la conférence ce soir, on insistera sur cette notion, elle est très importante. Vous arrivez dans une tente et vous pensez peut-être voir le monde en 3 dimensions. En fait, vous le voyez en 2 dimensions. Si vous faisiez un plan ici de la tente, vous prendriez un papier et vous feriez un dessin en 2 dimensions. Quand on libère la pesanteur pour un astronaute, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que le monde prend une dimension de plus. Je m'explique. Imaginons que je puisse libérer la pesanteur, j'en prends un parmi vous, et je l'accroche par les pieds maintenant au plafond. Il va voir la pièce par le bas, sous une autre forme, un petit peu à la façon des plongeurs sous-marins qui vont dans des grottes et qui arrivent à se retourner et à imaginer le monde à l'envers. Eh bien, ça a l'air facile, c'est absolument très difficile d'arriver à mémoriser un environnement en 3 dimensions. Et vous allez voir la station sur les photos tout à l'heure, elle n'est pas très grande. Eh bien, imaginez qu'on peut se perdre autour de la station parce qu'on évolue dans un monde en 3 dimensions. Il va falloir apprendre à mémoriser, à comprendre ce monde en 3 dimensions. Et donc, la première question qui va se poser, à laquelle on répondra tout à l'heure, c'est comment on peut s'entraîner sur Terre à vivre une aventure qu'on ne peut pas vivre sur Terre. Jean-Loup, comment on fait pour s'entraîner sur Terre à des conditions qui n'existent pas? On monte au 32e étage et on saute. Ça, c'est la version la plus rapide, mais peut-être la plus dangereuse. Voilà, donc les vols paraboliques, tu faisais allusion aux vols paraboliques. Donc Philippe pourra vous en parler mieux que moi, puisque les pilotes ces fameux avions qui permettent aux gens qui sont à l'intérieur de vivre une vingtaine de secondes, 22 secondes, entre 20 et 25 secondes d'apesanteur. C'est-à-dire que cet avion prend le maximum de vitesse, cabre, se met à une attitude de montée prononcée, et puis là le pilote pousse sur le manche de façon à franchir un grand dodan et le mettre en gravité zéro, avoir donc ces passagers qui flottent à l'intérieur de l'avion, et l'avion fait donc ce grand dodan et redescend de l'autre côté du dodan, et puis quand ça commence à piquer beaucoup, là il récupère et tout le monde se rassoit et on recommence. Donc c'est le seul moyen actuellement, à part en chute du 32e étage dans des tours
spéciales pour faire, qui ne sont pas vraiment de meilleurs moyens de faire du zéro G. Ça existe, on y met surtout du matériel, ça ne dure pas assez longtemps. Et donc, ces avions sont le seul moyen d'avoir effectivement pendant plus de 20 secondes une apesanteur qui est exactement la même que celle que l'on ressent dans l'espace et qui est une bonne préparation, un bon ressenti de ce que les gens comme nous auront plus tard dans l'espace, ou ceux qui le font occasionnellement, soit les scientifiques, soit même des passagers touristiques. Ils peuvent ressentir donc cette apesanteur exactement comme nous. Tout à l'heure, vous parliez quand vous êtes à la porte, au-delà de l'excitation de devoir sortir. Est-ce que vous avez eu un peu de stress, d'appréhension malgré tout ou pas? Alors, ça c'est une question qui revient souvent, un petit peu d'allusion à la peur. À mon sens, la peur ne peut pas exister chez des gens qui sont bien préparés. Alors, de surcroît, il y a aussi le métier précédent. Nous avons été pilote de chasse, donc également parachutiste. Et donc quand on se trouve devant une porte ouverte et qu'on sait que de toute façon on ne va pas tomber, on n'hésite pas une seconde à la franchir. Ensuite, le côté peur qui peut arriver chez des gens mal préparés, dans le cas des astronautes, des cosmonautes, également aussi des pilotes, ils ont une formation qui est longue, avec des gens qui sont justement là pour leur donner confiance, et qui leur donnent le temps de réfléchir à cette confiance. Et si un jour ils doutent de tout cela, ça arrive très rarement, là ces gens-là s'en vont, ils disent bon ben je reste pas, c'est pas mon truc. Et sinon la très grande majorité, petit à petit, a confiance dans le système et a aussi confiance en elle-même, en lui-même. Et c'est un travail de longue haleine, donc c'est une éducation de longue haleine. Il faut avoir confiance, on ne peut pas faire ces métiers-là sans avoir confiance. Justement, être capable de retrouver le bon rail, de retrouver les bonnes directions au cas où il se passe quelque chose. Et pour ça, il faut effectivement, il est important, il est primordial d'avoir confiance. Donc la peur peut arriver, je pense, au dernier moment, mais ça, ceux à qui c'est arrivé, hélas, ne peuvent plus nous le raconter. Sans aller jusqu'à ce stade ultime de la peur, un petit peu de stress ou d'appréhension, même pas? Ouais, stress, appréhension, on est préparé à d'éventuelles anomalies, donc surtout au niveau du lancement. Quand on est assis en haut d'un lanceur, on sait que ça peut ne pas marcher à tous les coups. Et ça, on pense surtout à ce qu'on va faire si ça ne marchait pas. Et non pas à dire... Donc le stress, c'est ce stress-là auquel on peut faire allusion, qui n'est pas vraiment un stress, qui est de la tension. Il y a dans ces métiers, on ne peut pas avoir peur, d'ailleurs, encore une fois, on les prépare, mais je pense qu'il y a des choses qui se passent. D'abord, le corps va vous trahir, parce qu'il peut y avoir un phénomène de vertige. Et toi, tu l'as pas eu, je l'ai pas eu, mais je sais que des gens l'ont eu. Et moi, j'ai un camarade qui réparait Hubble, qui était porté par le bras robotique de la navette, et qui me disait, je suis comme en haut d'un plongeoir à 450 km de vide. Et alors, il avait une frousse terrible, mais qui était en fait un vertige. Il avait le vertige. Donc ça, c'est des choses qu'on peut absolument pas contrôler. Et puis, je pense qu'il y a des choses qu'on digère de façon inconsciente. Et moi, on n'en a jamais parlé, mais après mon vol, j'ai fait un peu de claustrophobie. Moi qui n'en faisais jamais, absolument jamais, je me suis aperçu après mon vol qu'un jour, j'allais bêtement chercher le jouet d'un gamin qui était sous un lit, et j'ai été dans l'incapacité complète d'aller sous le lit. Parce que j'avais en fait enfoui mon stress, et on apprend très bien dans ces métiers à gérer cette chose-là. C'est pas pour autant qu'il n'y en a pas, ou qu'on ne va pas le vivre plus tard, etc. etc. On ne va pas aller plus loin parce que François a préparé une trame de réflexion et on se proposait avec Jean-Loup de la commenter au fur et à mesure des explications scientifiques de François. Bon, en tout cas, messieurs, chapeau. Là, on voit les vrais pros. Alors, la difficulté de l'informatique, c'est comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une présentation qui doit être le plus accessible à tout le monde. Donc, je vais reprendre un peu des éléments. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à poser de questions. Et puis, aujourd'hui, c'est quand même une journée exceptionnelle, puisqu'on a quand même le premier astronaute, ou cosmonaute, ou spationaute français sorti, ou non russe, non américain sorti dans l'espace. Et aussi, on a Philippe, qui est celui qui en a fait le plus. Donc je trouvais que c'était vraiment un sujet extraordinaire et une opportunité fabuleuse de pouvoir aborder le Graal comme peut être considéré la sortie dans l'espace.
Donc, l'environnement spatial, très rapidement, ses caractéristiques physiques et physico-chimiques, le vide, microgravité, vous en avez certainement entendu parler dans les conférences précédentes, il y a quelques années. Température extrême, j'ai entendu Philippe tout à l'heure en parler, effectivement, plus 50, moins 150, en fonction de l'endroit et du moment où vous êtes exposé. Les rayonnements cosmiques, qui ne sont pas franchement émis par nos cellules. Les débris en orbite. Donc tout ça, c'est que pour la nature humaine, sortir dans l'espace sans protection, c'est impossible. Hein. C'est un environnement qui est très hostile. Alors pour y aller, on a cette belle image d'Épinal qui sort du National Geographic, où on a des astronautes de la NASA sans casque sur la Lune. Ça, c'est le rêve. Voilà, c'est une option. Voilà, mais enfin, il vaut mieux quand même prendre une protection. Ça, c'est la réalité. Ça, voilà, c'est plutôt... voilà, il y a moins de risques à faire ça. Sinon, écoutez, la sanction, elle est directe. Là, je vous ai pris simplement des images qui sortent de films d'Hollywood, et je crois que c'est Total Recall, ou alors les X-Men. Bon, les X-Men, c'est simple, vous sortez en pleine chaleur, c'est ce qui va vous arriver très rapidement. En grand froid, ça va être le contraire, complètement congelé. Et au-dessus, c'est un mix de ce qui peut arriver quand on sort sans protection, puisque en fait, on doit quand même respecter certaines conditions physiologiques de notre organisme. L'hypoxie aiguë, vous savez qu'on respire tous l'oxygène, notre organisme c'est l'oxygène, on en a 20% à une pression de 1 atmosphère ici. Si on n'a pas ça, plus on monte en altitude, plus c'est difficile, on doit s'adapter. Et puis quand il n'y a plus rien, on ne s'adapte pas, on meurt très rapidement. L'ébullisme, vous savez que notre organisme est majoritairement composé d'eau. Si on passe trop plus près, voilà, c'est mieux comme on va baisser le son là. Voilà. D'accord. Donc, notre organisme est majoritairement composé d'eau. Si vous exposez notre organisme ou un organisme animal au vide, l'eau va instantanément se transformer en bulle. Donc vous allez gonfler. C'est déjà arrivé. J'ai une anecdote à te raconter. Je t'en prie, j'écoute. Parce que ça, c'est l'aspect psychologique, il faut le vaincre. Et la NASA a une technique. On essaye le scaphandre dans un sas où on nous met en fait à une pression équivalente, c'est-à-dire presque pas de pression, donc dans le vide quasi absolu. Alors le but, il est à la fois technique, c'est d'essayer le scaphandre pour voir s'il marche, et le but, il est également psychologique. Alors la psychologie, en fait, nous met une petite coupelle d'eau, et il la laisse comme ça à nos pieds. Puis la pression diminue. Alors c'est comme dans les livres de physique, au bout d'un moment, on voit l'eau qui commence à bouillir. Puis à un moment, elle fait un gros bouillon, et puis le bouillon, d'un coup, se transforme en glace, parce que le truc d'après, c'est en fait, on se transforme en glace. Et la glace se fige dans une espèce de forme complètement difforme. Et là, on a compris, sans explication, que effectivement un scaphandre, c'est très précieux. Il va falloir le bichonner. Moi, il m'est arrivé en piscine de casser, malencontreusement, en tapant avec la tête, la visière. Et c'est là que j'ai compris, heureusement, comme dans les avions, que derrière la première visière, il y a une deuxième visière. Et donc, il va falloir prendre un grand soin de ce scaphandre, comme en plongée sous-marine, parce que ça devient votre meilleur ami. Alors, chez les Russes aussi, Jean-Loup, il me semble, qu'il y a un test d'étanchéité. Oui, par parce que j'en avais soutenu. Il n'y avait pas le bol de cidre, mais il y avait tout le reste. Donc ensuite, après, c'est ce que tu as évoqué, Philippe, les brûlures. En EVA, vous êtes exposé en fonction de moins 150, plus 150 degrés Celsius. Les irradiations aiguës, ça vous savez, en fonction de la dose que vous allez prendre, ça va être une survie plus ou moins rapide. Traumatisme grave, on peut parler tout simplement des micrométéorites. Donc en fait, au total, c'est ce qu'on dit depuis un petit quart d'heure, obligation d'avoir un système qui protège l'astronaute, qui fournit les grands besoins. L'oxygène, qui va épurer aussi ce qu'il expire, puisqu'on expire du dioxyde de carbone, qui maintiennent une pression. Le but de la manœuvre et des manœuvres, c'est une autonomie optimale et une ergonomie maximale. La combinaison spatiale, donc on en a parlé. Donc, alors, pour bien préciser les choses, j'ai mis cette diapo parce qu'on voit deux types de scaphandres différents. Le scaphandre intravéhiculaire et le scaphandre extravéhiculaire. Donc le intravéhiculaire, là j'ai mis une photo de Sokol de Jean-Loup, donc qui est le scaphandre. Donc le scaphandre intravéhiculaire que les cosmonautes russes portent au décollage et à l'atterrissage, qui est utilisé pour le cas, et si tout se passe normalement, la fonction de ce scaphandre est un costume normal, un costume de pilote normal. C'est pour la photo. C'est presque pour la photo. Par contre, si on a un problème de pressurisation,
Et si la pression d'un véhicule descend en dessous du minimum à partir duquel on ne peut plus survivre sans être enfermé justement et sans avoir cette pression minimum nécessaire à l'individu pour survivre, donc ce scaphandre se met à se gonfler et conserve une pression, cette pression qui permet à l'homme de continuer à vivre pendant que la pression dans le véhicule continue à descendre et peut aller jusqu'à zéro. C'est arrivé une fois dans un vol soviétique, et hélas, les cosmonautes n'avaient pas de combinaison de ce type, avaient une combinaison normale, et donc ils sont morts tous les trois par asphyxie. Le scaphandre, la combinaison de vol américaine ne permet pas d'aller jusqu'à ce minimum, c'est-à-dire d'aller jusqu'à zéro, et ne permet pas de faire survivre les astronautes en cas de dépressurisation totale, si je ne me trompe. En tout cas, elle est moins bien conçue puisqu'elle se gonfle et elle empêche tout mouvement dans cette phase de vol. Moi, j'ai une question pour les jeunes et les moins jeunes. La combinaison américaine dans le intravéhiculaire, là, comme on l'appelle, donc elle est orange. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Orange. Ça rappelle un peu les combinaisons de survie en mer. Hein. On saute en parachute, on vous retrouve. Vous êtes orange, c'est quand même mieux. La combinaison de sortie extravéhiculaire, elle est blanche. Les plus jeunes, vous avez une idée? Comme il fait noir dehors, on peut mieux voir le blanc. Comme il fait noir, on peut mieux voir le blanc, ça marche. C'est pas la raison majeure, mais est-ce qu'il y a une autre idée? La réflexion du soleil. Imaginez que dans l'atmosphère, enfin dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère, donc on garde la chaleur. La chaleur, en fait, on s'en débarrasse par convection, donc aujourd'hui c'est l'air qui passe, là, qui va nous refroidir, mais quand il n'y a pas d'atmosphère pour libérer cet excédent de chaleur, toute la chaleur de l'humain qui est dans la combinaison, toute la chaleur des machines qui tournent, etc., va rester contenue. Donc le principal problème, ça va être d'évacuer cette chaleur. Et ça, c'est très important. Comme une voiture en été, la meilleure façon de ne pas accumuler de chaleur, c'est d'avoir une peinture blanche. Donc maintenant, le deuxième type de combinaison dont on a parlé depuis le début sont les combinaisons spatiales en dehors des véhicules spatiaux, donc extravéhiculaires. Donc c'est les combinaisons utilisées avec les Soyouz, la station Mir, la station spatiale, mais aussi extravéhiculaires quand on marche sur la Lune, quand on, potentiellement, j'espère un jour, on marchera sur Mars ou sur des astéroïdes. Et puis aussi, il y a autre chose, il y a d'autres combinaisons pour d'autres types d'exercices, et les combinaisons à trop très haute altitude, comme on peut avoir dans l'initiative de Michel Fournier, le Grand Saut, ou une autre initiative d'un sauteur autrichien. Donc c'est une photo que je vous ai mise, puisque les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes, mais à cette altitude-là, 30 km par exemple, il n'y a pas grand-chose à respirer non plus. Alors un petit peu d'histoire, parce que tout ça, c'est bien, mais d'où ça vient? Eh bien en aéronautique civile et militaire, les hautes, on s'est aperçu rapidement, l'homme a voulu s'élever, et en s'élevant, on s'est aperçu que c'était difficile. Plus on montait, plus il y avait quelques soucis pour survivre. Eh bien c'est un jésuite, un père jésuite espagnol, José de Acosta, qui en 1590 a commencé à faire une relation entre les troubles physiologiques, qui peuvent être l'essoufflement, qui peuvent être des troubles visuels, troubles du comportement, et l'altitude. Bien plus tard, en France, après un premier vol de montgolfière qui a eu lieu à Annonay, si mes souvenirs sont bons, il y a une tentative le 17 septembre 83 où on a mis des animaux. Et oui, encore une fois, c'est les animaux qui passent en premier pour voir un peu si un organisme biologique peut survivre. Donc on a mis mouton, coq, canard dans une montgolfière, le réveillon, puisque je crois que c'était chez Monsieur Réveillon, je ne connais pas, je ne me souviens plus tout à fait de l'histoire, ou c'est Monsieur Réveillon, ou le jardin s'appelait Réveillon. Enfin, c'est une histoire comme ça. Et en fait, eh bien, les animaux ont survécu, donc on s'est dit, allez, on va passer à un être humain. Eh bien, à l'époque, on allait faire quoi? On va prendre un condamné à mort, et puis on va le mettre dedans, et on lui dit, si tu survis, eh bien, si tu survis au vol, t'as la vie sauve. Et là, il y a un physicien de Metz, Pilâtre de Rosier, qui s'est dit, mais pas du tout, je suis un humaniste, il est hors de question, je vais monter dans la montgolfière et je vais faire le vol. C'est ce qui s'est passé. 14 octobre 83, 26 mètres pour 4 minutes et 25 secondes de vol. Voilà, hein, c'est pas un vol transatlantique, mais en tout cas, c'est la première fois qu'un homme s'est levé autant. Et ensuite, l'histoire de l'humanité, on a eu du monde qui ont amélioré les techniques. On a eu les frères Robert avec un autre physicien, Charles. Là, on n'a pas utilisé l'air, on a utilisé l'hélium. Et ils sont montés à 2700 mètres. Et là, 2700 mètres,
Ah, ça commençait à coincer. Je sais pas, quand vous avez déjà mis la tête sous l'eau, par exemple, vous vous avez rendu compte que des fois, au niveau des oreilles, ça coince, ou quand vous montez en altitude. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça a été la première otite barotraumatique. Baro pour pression, traumatique, parce qu'il y a une modification de l'environnement qui fait que si vous équilibrez pas, eh bien, ben, ça peut faire mal. C'est ce qui s'est passé. Donc, on commençait à découvrir les effets. 15 juin 1785, Pilate de Rosier avec un ami roumain, ils se sont dit, à la suite d'un essai qui avait été fait par les Britanniques, je crois, eh ben, on va faire moitié eau, moitié hélium. Ben, malheureusement, le ballon a pris feu, à 1000 mètres, ils sont tombés, ça a été les premiers morts. Ensuite, on continue, 1804, Gay-Lussac et Biot sont montés jusqu'à 7000 mètres, et là on a commencé à 7000 mètres, ça commence à faire beaucoup pour respirer. Il faut savoir quand même qu'en gros, quand vous montez en altitude, à 5000 mètres, on a en gros la moitié de l'oxygène qu'on a maintenant, là, quand on respire. Et là, on a commencé à avoir ce qu'on appelle le mal des ballons. Pas le mal d'altitude, pas d'autre chose, puisque c'était la description par rapport à là où on était. Pour donner une ordre de grandeur sur Terre, les gens qui vivent assez haut, comme à La Paz par exemple, sont à 4000 mètres. Et si vous y allez un jour en vacances, vous aurez du mal à vous ajuster. Parce qu'eux ont déjà une physiologie très particulière. Donc 4000 mètres sur Terre, c'est déjà énorme. Donc là, 7000 mètres, on est ailleurs. On est dans l'expédition... Oui, et d'autant plus qu'il y a la rapidité d'exposition. C'est-à-dire que c'est ce que vous faites des expéditions en montagne, on monte progressivement. Ceux qui vont faire l'Everest montent pas en 2 jours, 3 jours. Dans le Mont Blanc, c'est encore autre chose. Parce que là, c'est autre chose, c'est une dérive. Mais donc voilà, il faut progressivement monter. Quand vous faites une tentative comme ça sans oxygène, vous passez par exemple en 5 minutes de 0 à 7000, il y a quand même des soucis. Donc on continue dans l'exploration, parce qu'il y a quand même pas mal de physiologistes et de médecins qui se sont dit mais comment on va faire pour repousser les limites de la performance humaine. Alors il y a un Français qui s'appelle Paul Bert, qui était physiologiste, qui avait été associé avec Jourdanet, je crois, et qui s'est dit mais je sais comment je vais faire, j'ai une idée, si jamais j'apporte de l'oxygène, eh bien je suis sûr qu'on va pouvoir survivre plus longtemps. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont entraîné des volontaires, donc Crochet, Spinelli et Sivelle, à prendre de l'oxygène. Et puis on s'est aperçu que en montant l'altitude, on survivait, on tolérait l'altitude. Alors on s'est dit, écoutez, très bien, on va monter encore plus haut avec le ballon. Et bien, ils ont fait ça, à 8000 mètres, perte de connaissance, et malgré comment dirais-je, les avertissements de Paul Bert, tout le monde, quasiment tout le monde est mort. Mais Sivelle avait eu le temps de décrire le mal des ballons, la façon dont, par exemple, vous ne pouvez plus calculer, vous êtes complètement perdu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait, chez les Russes, ils faisaient certainement les tests en hypoxie, où on vous mettait dans un caisson hypobar. Oui, chez les Américains aussi, jusqu'à la perte de connaissance. Et là, l'instructeur vous met un masque avec de l'oxygène et instantanément, on se réveille. Voilà, et c'est très très étonnant parce que quand les gens ne croient pas, on leur donne par exemple des calculs à faire. Donc 5, 1 et 1, égale combien 7, 5, etc. Et en fait, vous apercevez de façon très insidieuse que 1 et 1 égale 12 000 à la fin. Et on vous le dit, et on vous le fait voir, et vous apercevez que l'hypoxie, ça marche. Voilà. Donc, en gros, et pour faire simple, pour respirer, il faut de l'oxygène. Il faut que l'oxygène vienne à une certaine pression. Dans l'air, il y a 20% d'oxygène, donc il arrive à une pression qui est un peu moins que la pression d'une atmosphère. Quand on monte, comme l'atmosphère en fait est de plus en plus ténue, il faut mettre de plus en plus d'oxygène dans le mélange. Et on termine à 100% d'oxygène. Donc aujourd'hui, pour aller dans l'espace, on a un scaphandre à 100% d'oxygène, et donc on va pouvoir baisser la pression du scaphandre. Parce que vous prenez un scaphandre, vous pouvez toujours le gonfler à une atmosphère. Hein. Ça fait quoi un scaphandre gonflé à une atmosphère? Ça fait un pneu Michelin. Alors dans un pneu Michelin, vous imaginez sortir dans l'espace, au niveau de la mobilité, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, il y a une histoire extraordinaire qui est celle de Leonov, quand il a voulu sortir dans l'espace, et surtout quand il a voulu rentrer. Tu peux nous la raconter celle-là, Jean-Louis? Alexis Leonov, effectivement, la première sortie dans l'espace avait un scaphandre soviétique de premier, donc gonflé à une demi-atmosphère, quelque chose comme ça. Et donc il donne une mobilité, comme dit Philippe, de toute façon réduite, même une demi-atmosphère. Mais c'est beaucoup, donc il faut bouger les bras. Enfin, donc Alexis Leonov était sorti. Et pendant sa sortie, son scaphandre, en fait, a commencé à se distendre. C'est-à-dire à se dilater sous la pression. Et quand il a voulu rentrer, Leonov est quelqu'un de corpulent. La porte de sortie d'entrée de son véhicule n'était pas très grande. Toujours est-il qu'il est resté coincé. Il s'est aperçu que ça ne passait plus. Il n'avait plus sortir, il ne pouvait plus rentrer. Et là, compte tenu des réserves qu'il avait dans son scaphandre,
ses chances de survie étaient assez maigres, il fallait qu'il trouve vite une solution, et la solution, c'était pas d'essayer d'agrandir la porte, c'était pas de se recroqueviller à l'intérieur du scaphandre, ça donnait rien, ça ne changeait pas le diamètre du scaphandre, et il fallait donc dégonfler le scaphandre. Donc il a pris son souffle, il a respiré longtemps, longuement, il s'est garni au maximum d'oxygène, puis il a commencé à dégonfler son scaphandre, et à passer bien au-delà de la limite à partir de laquelle, en principe, l'organisme ne survit plus très bien, mais ça a dégonflé suffisamment ce scaphandre, il est vite passé à l'intérieur, sans doute un peu groggy, et puis là il a regonflé son scaphandre une fois à l'intérieur, et repris et son souffle et ses connaissances, et poussé un grand ouf de soulagement. Il était rentré, il était sain et sauf. Mais il en a vécu encore bien d'autres, on pourra vous raconter les autres histoires. Ok, mais voilà, c'est une illustration. Et dans l'histoire, on s'est aperçu effectivement qu'à partir de 1900-1901, il y a 12 500 mètres, d'après certains calculs, semblait que la limite où l'humain, sans oxygène, ne pouvait plus survivre. Donc il fallait des cabines étanches. D'accord, des cabines étanches. Et bien c'est ce qui a été fait 30 ans plus tard par la famille Picard, où je vous ai mis une photo, là. C'est l'arrière-grand-père, aéronaute, bathyscaphe, etc., etc. Et puis ensuite, fut le début du développement de l'aéronautique. Vous connaissez la famille Picard, puisque le petit-fils, c'est celui qui fait voler l'avion à panneau solaire, Solar Impulse. Voilà. Et l'arrière-grand-père, en fait, avait battu moult fois le record de montée en ballon stratosphérique, avant de fabriquer un sous-marin pour descendre le plus profond possible, enfin un esprit curieux. Donc ensuite, développement bien de l'histoire, on monte, il y a eu aussi les conflits mondiaux, qui ont fait on a commencé à s'intéresser à comment protéger un homme. Juste une petite question. Première Guerre mondiale, le taux d'attrition des pilotes de la Première Guerre mondiale dû à l'ennemi. Des pertes au combat. Pertes au combat. Dues à l'ennemi. 3%. Le reste, c'est incidents, etc., aussi hypoxie, etc., etc. Donc il fallait... bon, je ne parle pas du tout du côté mécanique, je ne suis pas du tout ingénieur aéro, donc ça, voilà. Donc en fait, on s'est dit, il faut quand même creuser un peu ces problèmes. Et là, vous avez toutes les tentatives, alors ça j'adore parce que on voit toutes les tentatives du génie humain avec les moyens de l'époque pour pouvoir survivre et repousser les limites. Donc en 1933, on a la première combinaison pressurisée de Mark Ridge. On a une tentative aussi en Italie, entre 1933 et 1935, du colonel Pezzi et Negroni, 6 000 mètres puis 15 500 mètres, c'est la photo du haut. Vous voyez, on dirait quasiment un pied lourd, presque un pied lourd. En Allemagne, on a la Drugger Suite, vous voyez, c'est la photo qui est en bas à droite, là c'est le frère de Robocop, là, bon, ça c'est un projet qui a été abandonné parce que ça rentrait pas dans les avions. Ensuite, après, vous avez un autre militaire, donc le Emilio Herrera, avec son Escafandra Astronautica, c'est le deuxième, sur votre droite, la deuxième photo, c'est fabuleux, quoi. Et là, c'était pour, en ballon, par contre, Ensuite, vous avez Kittinger, qui, lui, c'était pas un astronaute, c'était pas pour un ballon ni un avion, mais c'était un vol de très haute altitude, le 16 août 60, 4 minutes 36 secondes de chute libre, altitude 31 km, avec une vitesse de 994 km/h dans le désert du Mexique. Et la question se pose, est-ce qu'on pourrait finalement revenir de l'espace avec un scaphandre? Pour l'instant, on saute en parachute. Alors, on en est bien loin, il faut l'imaginer. Et pour nous, c'est terrible, parce que ça veut dire qu'on n'a pas de moyens de secours pour sauver les astronautes après la perte d'un véhicule. Et en fait, aujourd'hui, les astronautes ne
ours avec un ballon rempli, j'imagine, d'hélium, et qui est allé assez haut pour faire cette photo-là. Avec très peu de moyens, on peut se faire très plaisir. La science facile et accessible. Ouais. C'est ce que fait le CNES. Le CNES utilise beaucoup de ballons pour récupérer beaucoup de données. C'est pas forcément toujours besoin, on n'a pas toujours besoin d'aller dans l'espace pour avoir toutes les données nécessaires sur notre planète. Donc quand on peut le faire pas cher, notamment avec des ballons, eh bien on le fait, et ça le CNES depuis toujours le fait à merveille. Et notamment pas loin d'ici, parce que je crois qu'à Gap, on lance des ballons. À Tallard, exactement, ouais. Tout à fait. Donc quelques grandes dates françaises, on rabâche un peu. Le 9 décembre 88, la première OVA d'un non-russe, non-américain, donc Monsieur Jean Chrétien. 5h57. Héros, Voilà. héros de l'Union soviétique. Ouais, c'est sans doute pas le seul français, puisqu'il y en a 4 autres, à ma connaissance, pilotes des Normandie-Niemen pendant la guerre, et donc le 5e. Et par contre, sans doute le seul américain héros de l'Union soviétique. Ouais, j'ai compris ce que ça voulait dire aux yeux d'un russe ou d'un soviétique. Quand un jour on s'est retrouvé par hasard à arriver, je crois, à l'aéroport de Sheremetyevo ensemble, et j'ai vu la haie d'honneur et les portes s'ouvrir pour Jean-Loup, alors que moi j'étais avec mon visa touristique. Là, ça nous a permis d'arriver à l'heure. Donc 99, la deuxième EVA française, donc de Jean-Pierre Agnoret, lors de la mission Perseus, et enfin en mars 2002, 3 sorties dans l'espace pour Philippe, pour un total de 19 heures, quasiment 20 heures en fait, pour la mission STS-111. Pourquoi il y a eu beaucoup de sorties extravéhiculaires et j'ai eu la chance d'en faire? Parce que quand on a voulu assembler la station, on ne pouvait pas l'assembler sans une participation humaine. Donc il y a eu ce qu'on a appelé un pic de sorties extravéhiculaires où l'homme a été mis énormément donc à contribution, fort heureusement pour ma génération. Et la vraie limite, c'était le temps qu'un humain est capable de passer dans l'espace. Au départ, les Russes sortaient 4 heures à peu près dans l'espace, parce que finalement, ils n'avaient pas de raison d'y passer plus de temps. Avec la construction, on s'est dit, on va optimiser le prix de l'astronaute, on va le faire travailler le plus longtemps possible. Et ce temps-là, en fait, il est de l'ordre de 7-8 heures. C'est quoi? En fait, c'est la limite humaine de ce qu'on est capable de donner comme effort dans un scaphandre pendant une journée de travail. Imaginez la journée de travail, on se lève, on se rase, on mange, on commence à respirer de l'oxygène pur, on s'habille, on sort dans l'espace, et au moment de rentrer, la journée est terminée, on mange, on se couche. C'est une journée complète qui va être passée, dont 8 heures seront entièrement passées dans l'espace. Et si je parle de limite physiologique, c'est parce qu'il faut bien comprendre que le scaphandre, il est donc résistant au mouvement. C'est pas un astronaute qui bouge dans l'espace, une espèce de seconde peau qui suit ses mouvements. Non, c'est une armure avec des espèces de mouvements naturels. Et l'astronaute, à l'intérieur de l'armure, lui, va faire bouger cette armure. Donc on a des mouvements qui sont des mouvements, donc encore une fois, pas naturels. Et tout revient, pour ceux qui ont fait par exemple de la marche en montagne, à gravir une pente sans s'arrêter. Et 7-8 heures à gravir une pente sans s'arrêter, c'est peut-être 1500-2000 mètres de dénivelé, c'est énorme. Donc on termine dans un état de fatigue totale, dans un état d'hypoglycémie totale, dans un état de fatigue totale. Et la vraie limite de la sortie en scaphandre, en fait, c'est l'être humain. Et donc les scientifiques ont dimensionné le scaphandre autour de l'être humain, donc ils ont mis pour 8 heures de réserve. 8 heures de réserve en électricité, 8 heures de réserve en eau, 8 heures de réserve en oxygène. Mais la vraie limite, en fait, c'est la limite de l'être humain. Donc on va passer assez vite maintenant parce que vous avez déjà largement abordé le sujet de comment fonctionne une combinaison, qu'elle soit russe, américaine, chinoise, française. Les grands principes sont les mêmes. Pression interne stable, oxygène pur, réserve d'eau d'oxygène. Il faut pouvoir approvisionner, évacuer les gaz et liquides, régulation de la température. Comme disait Philippe, quand vous faites un effort sur une durée aussi longue, eh bien, il faut pouvoir évacuer l'oxygène. Oui. Il n'y a pas un petit casse-croûte avec? Et non, il n'y a pas de casse-croûte. T'avais un casse-croûte, toi, Jean-Loup, parce qu'à une époque, les gens mettaient des petits sticks en réglisse ou en sucre pour venir... On n'avait rien, ni eau, ni casse-croûte. Et c'est vrai que c'est long. On n'y pense pas trop, hein. On est content de le trouver en arrivant quand c'est fini. Alors nous, on avait de l'eau, et malheureusement, dans cette eau, il n'y avait pas d'éléments nutritifs. Donc en fait, c'était une petite paille. Alors au départ, les Américains avaient inventé un petit truc en sucre,
qu'on pouvait venir sucer de temps en temps. Alors ça avait l'inconvénient par moment de se casser. Le morceau de sucre se mettait à flotter dans l'espace. En général, il devait se coller sous la paupière. Donc ça, c'était pas vraiment une bonne idée. Donc il nous restait la petite paille pour boire de l'eau. Pour en parler pendant des heures, parce qu'il nous est arrivé des tas d'histoires avec cette paille. Mais enfin, l'idée, c'est qu'on a au moins de quoi boire. Le vrai problème, ça va être, au bout de 7-8 heures, eh bien, l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, si vous l'avez connue dans un entraînement sportif, ou peut-être à la montagne, ou peut-être dans une maladie, c'est un état, on pourrait en parler, dans lequel, finalement, on perd une bonne partie de son raisonnement. Et moi, j'ai été à la fin de mes deux fois sur les 3 sorties, dans un état que je caractérise d'hypoglycémie. Baisse des performances physiques, psychologiques, intellectuelles. C'est là où on commence à faire potentiellement des bêtises. Je me souviens, à la dernière rentrée, je voyais le sas qui était éclairé, et je disais, maison, revenir, sauver, famille, enfant, patrie, faire quelque chose, mais moi très fatigué, moi rentrer maison. Et c'était à peu près l'état mental dans lequel j'étais à la fin des... Tu l'as dit en anglais, ça donne quoi? Donc on revient. Après, la télémétrie, vous savez que quand vous êtes dans l'espace, on suit le rythme cardiaque, il y a des échanges permanents. Vous n'êtes pas tout seul. Ils ne sont pas tout seuls. Constante technico, alors il y a une grande constante, quel que soit le modèle, il y a un problème de différence de pression comme le disait Jean-Loup pour Léonov ou Philippe, il doit y avoir un équilibre, un compromis entre la pression à l'intérieur de la combinaison et zéro quasiment, qui est la pression à l'extérieur. En clair, plus le différentiel est important, bien plus la sécurité est grande, parce que pour des raisons physiologiques, il faut dénitrogéner. Ça, c'est comme en plongée sous-marine. Quand vous dénitrogénez trop rapidement, comment faire simple? Alors, je vais faire simple. Qui fait de la plongée sous-marine? Ça fait pas beaucoup. Vous savez qu'un plongeur sous-marin qui remonte en surface, s'il remonte trop vite, il va faire ce qu'on appelle des bulles d'azote, des benz. Comment ça s'appelle encore? Alors, les benz sont oui, mais enfin, des possibilités, des bulles d'hydrogène, ça peut être des bulles de gaz neutre. Dans le corps, on a ce mélange qui est fait, qu'on respire, qui est un mélange d'oxygène et d'azote. L'oxygène, c'est bon. L'azote, on s'en sert pas vraiment. Et quand on remonte comme ça et quand on perd de la pression, cet azote, eh bien, il se met sous forme de bulle. Et ça crée quoi comme problème? Alors, si on remonte trop vite en ne respectant pas une certaine vitesse, eh bien, en fonction de l'endroit, alors c'est très connu par les plongeurs, eh bien, en fonction de l'endroit où ça va apparaître, ça peut donner des douleurs articulaires, ça peut donner un tableau pulmonaire si ça commence à être grave, ou alors une paralysie, ou des vertiges, ou des choses comme ça. Donc, ce qui fait que la raison pour laquelle il y a dans le scaphandre spatial, eh bien, les Américains, c'est l'équivalent de 7000 mètres pour la Orlan à peu près, et 10-11 000 mètres d'altitude à l'oxygène pur, attention, dans le scaphandre. C'est-à-dire qu'un astronaute qui sort dans l'espace, c'est comme un plongeur qui remonte en surface. Exactement. Puisque dans une station, on est à 1 atmosphère, comme aujourd'hui, mais quand on sort, on va passer à 1/3 d'atmosphère. Donc c'est exactement comme un plongeur qui remonte en surface. Et donc si on ne prend pas de précaution, eh bien on ouvre la porte, on part dans l'espace et on fait tout de suite un événement de décompression, enfin on fait des bulles. Alors comment vous combattiez ce problème en Russie? Tu étais à 1 atmosphère, je ne sais plus, dans la station... La station, c'est 1 atmosphère. 1 atmosphère. Et la récupération dans le sas, le passage de la pression du scaphandre à la pression mire, durait 1 heure à peu près. Oui. Alors que la méthode américaine, c'est de ne pas vraiment rester trop longtemps dans un caisson intermédiaire qu'on va dépressuriser, c'est plus d'évacuer l'azote en respirant de l'oxygène pur et en faisant de l'exercice. Donc quand je parle d'une journée assez longue, la journée commence après le petit déjeuner, on vous met un masque à oxygène pur et on vous fait pédaler pendant 1 heure ou 2. Parce que le fait de bouger, ça va prendre cet oxygène, ça va le mettre dans toutes les parties du corps et ce faisant, on enlève en fait l'azote du corps. On rince l'oxygène. On rince le corps à l'oxygène. Donc des techniques un peu différentes suivant les pays. Bon, les articles. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors ensuite, écoutez, description très rapide d'une combinaison. 3 modules principaux. La Spacesuit Assembly, donc je vous ai mis une photo. La combinaison elle-même.
Là, vous voyez, c'est très modulaire. Hein, voilà, on assemble... Alors, donc ça c'est la mienne, c'est ça? Je vais en parler. Bon, oui, c'est la tienne. Hein? Ouais. Donc en fait, comment rentrer dans un scaphandre? Il y a deux techniques, donc je vais parler de la technique américaine. La technique américaine, c'est on coupe le scaphandre en deux au niveau de la taille. Tout ça, c'est relativement rigide. Donc imaginez, c'est assez simple. Le pantalon, on va l'enfiler comme un pantalon. Et puis la partie haute, on va rentrer comme ça, comme un mouvement de bras à l'intérieur du scaphandre, et puis on va prendre place. Alors, il faut savoir que ce scaphandre, il n'est pas vraiment à votre taille. Parce que en apesanteur, on grandit. On est plus soumis à la pesanteur, et le squelette, en fait, surtout la colonne vertébrale, va s'agrandir. Dans mon cas, elle s'est agrandie de 5 cm. Donc le scaphandre, il est conçu à votre taille plus les 5 cm. Et un copain m'avait dit, mais tu verras, si le scaphandre est trop petit, tu te mets à l'intérieur et avec la tête, tu pousses un peu, là il y a la colonne qui se remet en place. Et c'est très important d'avoir un scaphandre qui est bien réglé parce que c'est comme au ski, si vous avez des moufles, vous ne pouvez rien faire. Alors ces espèces de gros doigts un peu rigides, si on les règle trop mous, c'est-à-dire qu'on est à l'extérieur du gant, on n'arrive pas à toucher le bout du gant, on peut rien prendre avec ses mains. Si par exemple, on est réglé ce qu'on appelle trop dur, c'est-à-dire que le doigt est trop près du bout du gant, il y a une pression qui s'exerce sur les ongles qui est absolument terrible. Moi j'ai des collègues qui ont perdu tous leurs ongles après s'être entraînés en sortie extravéhiculaire. Donc, alors côté russe, je crois qu'on rentre différemment. Hein. Donc, les Russes ont conçu un système autonome, c'est-à-dire qu'un cosmonaute doit être capable de rentrer dans son scaphandre seul, le fermer, le tester et sortir tout seul. Ça, c'était au début des vols soviétiques, des vols russes, au cas où on aurait une sortie faite par un cosmonaute et qu'il ait des difficultés pour entrer et que le second soit obligé de sortir pour aller le chercher. Donc c'est un concept assez astucieux. Le corps rigide, la partie rigide du scaphandre, c'est le thorax. Donc les bras sont mobiles, sont rattachés sur les côtés de ce thorax en aluminium. Et puis il y a une porte derrière. Et cette porte contient d'ailleurs une partie des organes, et contient une partie des systèmes du scaphandre. Donc le cosmonaute s'agrippe par le haut de la tête, rentre les jambes dans son scaphandre, rentre le corps, c'est d'autant plus facile qu'on est en apesanteur, et puis il a une poignée avec un câble qui permet de fermer cette porte, la porte de son dos, et là il y a une grosse poignée convexe qui verrouille le scaphandre, et il peut commencer ensuite à le gonfler, à le mettre sous pression, et tester, effectivement, vérifier que la fermeture est bonne. C'est très simple, c'est une mécanique très simple, typiquement russe, et là il est prêt, à ce moment-là, il est prêt à sortir. Et inversement, quand il revient à l'intérieur du sas, il peut redégonfler son scaphandre, refaire la manip inverse et ressortir de son scaphandre tout seul. Il y a toujours une grosse différence entre la technologie américaine et la technologie russe. Les Américains, c'est peut-être complexe et performant. Les Russes, c'est souvent simple et très robuste et très astucieux. Par exemple, pour refroidir un scaphandre, on envoie de l'eau à l'extérieur sur des espèces de parois qui sont dans le dos. L'eau va s'évaporer, se sublimer dans le vide et va refroidir donc cette matière. Pour sortir l'eau du scaphandre, les Américains utilisent une pompe électrique qui tombe en panne. Les Russes utilisent la pression du scaphandre pour pousser l'eau à l'extérieur. Donc c'est un système qui ne peut jamais tomber en panne. Souvent on parle du stylo. Le stylo américain pour écrire dans l'espace, il est en vente, il y a une petite pompe, hein, et puis moi j'en ai eu un et au bout d'un mois il ne marchait plus, alors que le stylo dans l'espace, Jean-Loup, ça c'est un vulgaire crayon avec une gomme au bout. ça tombe jamais en panne. Et on peut effacer, ce qui n'est pas évident avec le stylo américain. On est responsable de ce qu'on a écrit pour l'éternité, parce qu'une fois que c'est écrit, on ne risque pas de l'effacer. Pour moi, avec le crayon russe, si on s'est trompé, on ne veut pas que ça se voit, il faut qu'on gomme en vitesse et on réécrit. Les années de survie en Union soviétique. C'est comme ça aussi avec le cagnard. Il y avait l'histoire aussi du rasoir, où il y avait un budget à reconfirmer ou pas, l'histoire du rasoir pour qu'on se rase. Côté américain, ça a été un budget de recherche de $1 million, et côté russe, ça a été le rasoir Bic. Oui, enfin, tous les matériels qui ont été développés par les Russes, qui ne nécessitaient pas d'être examinés pour des raisons de sécurité,
c'était du commerce courant, du commerce courant soviétique. Donc il y avait le prix derrière le rasoir, 2 kopecks au bout de Moscou. C'est bon. Pour revenir à la description, donc ensuite il y a les différentes, comment protéger l'astronaute. Donc on a aussi ce bras avec de 17, 14, 17 ou 21 couches différentes, avec du dacron, du nylon, etc. etc. Chaque couche ayant sa fonction. Alors une deuxième photo. L'autre partie importante de la combinaison, c'est le casque intégral qui comprend donc une visière en polycarbonate, dont parlait Philippe tout à l'heure, les moyens de télécommunication, un ventilateur pour faire circuler l'oxygène, extracteur des gaz, l'arrivée d'eau et 2 paires de lampes extérieures ainsi qu'une caméra. Question, le casque il a double une pour le soleil et une Alors, pour... il y a d'abord la protection qui est double, comme je l'expliquais, plus une visière qui vient vous protéger effectivement du soleil. Sachant que la visière blanche, elle, est déjà protégée des UV. Vous savez que le soleil est extrêmement agressif dès qu'on quitte les couches de l'atmosphère, puisqu'il y a énormément d'ultraviolets, et donc il faut s'en protéger. C'est vrai des hublots sur les stations, c'est vrai des casques des astronautes. On a en plus une visière fumée qui est là pour les conditions très ensoleillées. Ensuite, la partie très importante, eh bien, c'est ce qu'on appelle le Primary Life Support System. Eh bien, c'est ce qu'on a sur le dos qui contient les réserves d'eau, l'oxygène. Un schéma technique, c'est pas la peine de... Là. Ensuite, on a parlé tout à l'heure de Bruce McCandless et du MMU. Eh bien, on a un petit qui s'appelle le SAFER, pour Simplified Aid for EVA Rescue. Donc, Philippe, je pense que tu peux peut-être en dire 2 mots. Oui, ça permet, si on part, de revenir. Il y a à peu près 5 minutes, on va dire, d'autonomie. Et on apprend à piloter cet engin en simulation. Ça rassure. Je ne suis pas sûr que si on partait vraiment... Alors, est-ce qu'il y a une chance de partir ? En fait, oui. Il y a eu quelques cas dont on n'a jamais trop parlé, mais maintenant que le programme navette est terminé, on peut en parler. Mais je me souviens avoir vu une vidéo d'un astronaute américain qui est parti à un moment donné et qui a été récupéré par le câble. Et d'ailleurs, c'était quasi comique parce que le câble s'est tendu et puis il s'est rembobiné un peu comme une pelote de laine. Et donc le type est revenu embobiné sur son câble. Moi, j'ai également un collègue qui un jour a perdu un matériel. Et quand on est là-haut, on a tellement peur de louper la mission que le type, en fait, pris un peu de panique, a sauté pour aller récupérer le matériel, imaginant qu'il était quand même retenu par le câble. Mais si le câble avait lâché, donc en fait, ce système de secours n'a jamais été utilisé pour de bon. Donc, je vous ai mis une photo pas du concurrent, mais de l'autre scaphandre dont a parlé Jean-Loup, le Orlan. Alors aussi, ben là on a parlé de l'EMU, mais Marche sur la Lune, c'était aussi une sortie extravéhiculaire. Donc là, A7L, c'est le nom barbare de la combinaison qui a servi aux astronautes américains pour marcher sur la Lune. Alors, il faut savoir qu'on essaie, les ingénieurs, enfin, tout ce travail d'équipe, essaie quand même d'adapter le scaphandre à l'environnement dans lequel l'astronaute va évoluer. Donc là, en l'occurrence, sur la Lune, protégé des radiations UV et infrarouges, les micrométéorites aussi, des températures de la Lune, donc plus 120 le jour, moins 250 la nuit, conçu pour une pression extérieure extrêmement faible, je vous ai mis 0,0000001 mm de mercure, 1/6 de la gravité terrestre, il y a une gravité sur la Lune, 20 à 21 couches matériaux spéciaux, et ensuite aussi une matière qui va réfléchir à la chaleur du soleil pour garder une température confortable. Alors, j'ai quand même une question. Sous la combinaison pressurisée, il y a un vêtement qui est destiné donc à avoir tout un circuit d'eau, de réseau, qui sont des petits tubes en chlorure de polyvényle, qui donc font circuler de l'eau entre 7 et 29 degrés. À votre avis, quelle est la longueur totale de ce réseau? Donc l'astronaute est couvert de petits tubes d'eau. L'eau est refroidie dans le passage dans l'eau. Elle revient autour de l'astronaute. Quelle distance? 500 mètres. C'est 100 mètres. 500 mètres, monsieur, 500 mètres. 100 mètres, monsieur. 20 mètres. Est-ce qu'on peut gagner un abonnement à Espace Magazine? On peut, ouais. 91 mètres. Monsieur 100 mètres. Et la réponse est 91 mètres. 91. Oui. Oh là 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 là. Je crois que je vais être fouetté en place publique. Alors, est-ce qu'il fait bon dans un scaphandre? C'est quand même important d'avoir la réponse. Il fait relativement bon, mais le problème, c'est comme au ski. Le problème, c'est les extrémités. Parce que les extrémités ne sont pas parcourues par ce petit tube d'eau.
Donc aux mains ou aux pieds, on a toujours ou trop froid ou trop chaud. Trop froid parce qu'en général, comme au ski, donc il fait plutôt froid, la circulation se fait mal, et du coup, à la NASA, ils avaient inventé des petites résistances électriques qu'on pouvait activer avec les gants, qui se mettaient soudain à chauffer très fort. Et je me souviens, moi, d'une fois où j'avais une pièce, vous le verrez ce soir pour ceux qui restent, dans les mains, qui coûtait des millions de dollars, et j'avais mis mes trucs en marche, et je ne pouvais plus les couper. Et donc j'avais ces espèces de petits radiateurs sur les mains, qui me brûlaient les mains sans pouvoir rien faire. Donc tout le vol dans l'espace, c'est un mélange, en fait, de beauté. On ne parle pas pour l'instant de l'essentiel, mais on en parlera ce soir, de la vue de la Terre. Jean-Loup en a parlé hier soir, de cet état de l'esprit extraordinaire qui est de voir la Terre d'en haut. Et en même temps, donc un mélange de ça, de sublime, et un mélange de frustration, de petites choses, quand le corps, en fait, votre état d'animal, d'homme, eh bien, vous rattrape pour des tas de petites frustrations. Alors, on va rester sur la Lune. Alors là, j'aimerais bien avoir le témoignage de Jean-Loup. Là, ce sont des témoignages que j'ai repris sur le ressenti des hommes qui ont marché sur la Lune, donc, qui affirmaient que se déplacer sur la Lune n'était pas la plus grande difficulté, mais que garder des repères, considérer des distances, la taille des choses, etc. Est-ce que vous avez certainement discuté avec des astronautes américains qui ont témoigné un peu de ça? Oui, non, ça j'ai pas entendu. Et, bon, ils parlent pas beaucoup de leur aventure lunaire. Et c'est secret là. Sans micro là, attention. Là. Ça c'est le capitaine Haddock qui parle au Dupont. Donc pas de repères sur la Terre. Alors a priori, j'ai fait une kayak il n'y a pas longtemps. On rame. Donc le soleil en fait sur la Lune est très violent, et même le casque s'y protège, on donne le conseil justement de ne pas regarder en face. Donc là je vous ai mis le capitaine Haddock qui visiblement a eu quelques surprises. Tu parlais des micrométéorites. Oui, on y vient. On va en parler. Ah, les micrométéorites, on y vient, on vient à la rigolite. À la rigolite. Ouais. Alors laisse-moi juste te dire un truc. Les micrométéorites, ça fait ces étoiles filantes là, magnifiques qu'on voit les soirs d'été. Moi je les voyais sous mes pieds, les étoiles filantes. Donc en fait, on sait qu'il y a des micrométéorites qui passent, certaines à droite, certaines à gauche, en haut, en bas. On espère qu'il n'y en a aucune qui passe sur soi. Mais si elle devait passer sur soi, un trou. On peut imaginer qu'il y a un trou se fasse. Il y a une procédure qui veut que normalement, avec un trou, un astronaute arriverait à rentrer. Mais le problème, ce serait sûrement d'arriver à diriger le scaphandre, parce que vous imaginez l'air qui s'en va d'un côté. Alors on s'entraîne en piscine à ramener le collègue. Enfin bon, c'est encore des histoires tout ça. C'est arrivé ça? C'est jamais arrivé, non, de ma connaissance. On est beaucoup plus exposé maintenant sur la station, puisque les premières sorties extravéhiculaires sur la navette se faisaient avec la navette en bouclier. Donc la navette protégée en fait de ces collisions. Sur la station, on est en fait exposé. Pour l'instant, il n'y a aucun problème, mais on voit par exemple typiquement sur les panneaux qui ont été ramenés de Hubble. Bon, Hubble vole plus haut, mais c'est un peu le même environnement. Les panneaux de première génération de Hubble, j'ai eu la chance de les voir. Quand on les a changés, ils étaient criblés d'impacts. Donc ces impacts, ils existent, ils sont là. Pour l'instant, la probabilité est faible pour un astronaute de les rencontrer, mais un jour, ça arrivera. Donc sur la Lune, eh bien, un des autres problèmes, c'est la poussière lunaire, la poussière de Lune, qu'on appelle scientifiquement donc, la régolithe, qui recouvre la Lune donc, sur plusieurs mètres, jusqu'à 20 mètres dans les hauts plateaux, 2-3 mètres, je crois, dans les cratères. La taille très très petite, 19 microns, je crois que c'est 30% de la taille d'un cheveu, produite par justement la dégradation des roches sous-jacentes à cause justement de ces météorites, micrométéorites et des vents solaires. C'est du fer, du calcium, du magnésium et des composés vitreux. Responsable de l'ensemble des radiodiffusions de la lumière solaire. Très magnétique, très poreuse, très dentelée, très tranchant et allergène. Répercussions opérationnelles, parce que bon, étudier un sol, étudier une planète, si quand on veut y envoyer des hommes, on veut savoir quelles répercussions ça peut avoir sur les hommes et sur le matériel. Eh bien, le retour d'expérience a été que ça obscurcit la vision des astronautes au moment d'alunissage. Comme c'est fortement magnétisé, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, eh bien, cette espèce de poudre se met partout et on ne peut pas brosser. Donc en fait, ça s'infiltre partout et comme c'est très abrasif, eh bien, ça abîme les combinaisons.
Ça a même a priori un témoignage qui dit que ça a partiellement percé les gants externes de la combinaison. Je ne sais pas si vous avez cette notion-là. Et autre chose, au niveau humain, donc quand vous rentrez avec les combinaisons dans le module lunaire, eh bien, cette espèce de poutre est très allergène, donc a été respirée, est arrivée un peu dans les yeux, un peu dans les bronches, un peu dans le nez, ça donnait des conjonctivites, un petit peu des bronchites. En fait, au bout de 48 heures, il n'y avait plus rien. Pour l'instant. Donc, je vous ai mis une photo, voilà, où on voit justement une combinaison de sortie extravéhiculaire un peu noircie avec justement cette régolite. Donc ça encrasse les outils aussi et les instruments, et qui leur font aussi absorber la chaleur, donc augmenter la chaleur. Tu veux dire quelque chose? Oui, justement, c'est quand on revient d'une sortie extravéhiculaire. Moi, je ne l'ai pas ressenti, mais les gens disent que l'espace a une odeur. Et alors, j'ai vu les témoignages notamment de Russes qui disent ça, mais je pense que c'est parce que les matériaux sont aussi brûlés quelque part par le contact avec l'absence, enfin, le vide complet. Les matériaux sont comme brûlés aussi par le soleil. Et donc, quand les gens reviennent, il y a une espèce d'odeur particulière. Moi, ce que j'ai surtout senti, c'était l'odeur particulière de la station, qui sent aussi la vie et l'homme qui dort, qui mange, etc. Moi, c'était plutôt ça l'odeur qui m'a surpris en revenant. Toi, tu n'as pas de souvenir d'odeur particulière? Non, l'odeur de la cale d'un vieux bateau humide. Alors là, on est sur la Lune, on peut aussi se projeter dans l'avenir. Et on peut se demander aussi ce que seront donc les répercussions opérationnelles pour des sorties, des EVA, donc des sorties extravéhiculaires sur Mars, ce qui est intéressant, parce que ça nous ramène dans l'actualité. Et où on dit que la poussière de Mars donc, est de l'oxyde de fer et pourrait être bien plus dangereuse encore que celle de la Lune, hein, puisqu'on sait que ce serait un puissant oxydant, un irritant mécanique et un poison chimique. Donc là, je vous ai mis quelques photos. Donc là, c'est Deimos, qui est une lune de Mars, on voit une photo de régolithe, le sol martien, et puis ça c'est aussi une vision hollywoodienne, où on voit, je ne sais plus quel film c'est, mais bon, les EVA martiennes. Mais bon, cela est une autre histoire. Alors, Philippe et Jean-Loup, un mot de conclusion si vous... sur les EVA si vous voulez. On est en route pour Mars, et donc j'espère que la prochaine rencontre avec vous sera pour vous raconter les sorties martiennes. Et les rencontres avec les Martiens. Ce soir, on parlera encore de sorties extravéhiculaires, mais plus au niveau du vécu. Là, on est resté sur la technique. Tu peux passer brièvement les quelques photos, juste comme ça pour donner un aperçu. Donc ce soir, j'essaierai de vous donner mon vécu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un être humain ressent quand il est comme ça lui-même projeté autour de la Terre dans son propre vaisseau spatial. J'essaierai d'utiliser mes mots et de vous faire partager un peu ce voyage. C'est un voyage de la pensée en même temps que c'est un voyage du corps. Je crois que là, on a largement dépassé le créneau qui nous était donné. Donc je vous donne rendez-vous à ce soir et vous avez été extrêmement